Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il s'est d'abord fait connaître sous le pseudo Rachid L'Instit sur Twitter, puis il a publié un très beau premier livre intitulé Incasable sur ses élèves de SECPA. Il publie un deuxième livre, Les Décrochés, c'est l'invité du grand oral, Rachid Zerouki. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est les midterms dans une semaine aux États-Unis, élections fondamentales. Les programmes, évidemment, ceux d'anglais. On va voir comment ces élections de mi-mandat sont abordées en classe. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une histoire touchante mais aussi impressionnante. À plus de 100 ans, une dame a parcouru plus de 15 000 km en camping-car. Emma va tout vous raconter. Et puis enfin, comme chaque semaine, rendez-vous avec Amélie Paris. Elle est professeure documentaliste à Maurice Utrio. Elle nous raconte les années collège. Aujourd'hui, alerte aux eaux. Ça vous intrigue? Vous restez avec nous, on va tout vous dire en fin d'émission. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Il y a là Daniel, Camille, Souleymane, Yacine dans les discours politiques, dans les journaux, dans les études du ministère de l'Éducation nationale. Ils rentrent dans la catégorie des décrocheurs, ces 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme ni qualification. Rachid Zerouki, lui, il préfère parler de décrochés et non pas de décrocheurs. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'il publie chez Robert Laffont et c'est dans ces pages que vous allez faire connaissance avec Daniel, Camille, Souleymane, Yacine, Adam et tous les autres. Rachid Zerouki, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Nous, on est super heureux de vous accueillir. Voilà, parce qu'on avait adoré le premier livre. Et le deuxième, chez le même éditeur, le premier c'était Incasable et le deuxième est tout aussi formidable. Je refais quand même les présentations. Votre métier premier, c'est pas d'écrire, vous êtes enseignant. Absolument, c'est mon premier métier. L'écriture, c'est une passion, c'est une envie de partage aussi, d'expérience. Mais je suis avant tout professeur. Vous étiez professeur de SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adapté, qui sont dans les collèges, mais qui proposent un parcours spécifique à un certain nombre d'élèves. Aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle un micro-collège. Absolument, c'est ma première année en micro-collège. Ça a été difficile de quitter la SECPA parce que c'est vraiment une section où j'ai vécu énormément de belles choses très marquantes. Le micro-collège, c'est différent. C'est une nouvelle aventure. C'est une structure qui est naissante. On en trouve 10 pour l'instant à Marseille. Il y avait les micro-lycées qu'on connaissait un peu. Absolument. Il y en avait à Sénart, etc. Donc 10 à Marseille. Voilà, 10 micro-collèges à Marseille et on s'inspire de ce qui a été fait, notamment pour les micro-collèges en Seine-Saint-Denis, à Amiens. Et on tente d'aller de l'avant, de faire naître une structure qui va répondre aux besoins de ces élèves-là. Micro, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais il y en a combien? Il y en a 15. Il y en a 15, donc c'est une structure qui ressemble en termes de nombre à ce que j'ai connu en SECPA. Et je suis l'enseignant de toutes les matières et je suis quand même entouré d'enseignants qui vont participer à des projets pour essayer de raccrocher ces élèves, tandis que moi je vais les préparer à des échéances très concrètes, brevets professionnels, CFG, histoire de trouver une orientation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui distingue les élèves de micro-collège des élèves de SECPA? La plus grande distinction, elle est très concrète, c'est que la SECPA concerne la grande difficulté scolaire. C'est un critère institutionnel des difficultés graves et persistantes. Le micro-collège, c'est beaucoup plus hétérogène, c'est-à-dire que ça concerne tous les élèves qui ont décroché ou qui sont en voie de décrochage, c'est-à-dire qui présentent un gros taux d'absentéisme qu'on a un peu perdu de vue et qu'on va aller chercher grâce à la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire, grâce aux missions locales, au CIO, à tous ceux qui arrivent à garder un lien avec ces élèves-là. Donc si je caricature un peu, c'est l'équivalent de la frange la plus complexe des élèves de SECPA qu'on retrouve en micro-collège. C'est un peu ça, c'est plus complexe et qui va au-delà, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur la grande difficulté scolaire, on est parfois aussi sur les troubles scolaires anxieux. On a des élèves qui sont très performants, qui obtiennent des très bonnes notes. Mais ça, vous en parlez déjà dans les décrochés. Absolument, oui. Et pourtant, on n'était plutôt pas forcément en micro-collège à l'époque. On n'était pas en micro-collège et je ne savais pas que j'allais atterrir en micro-collège. Quand vous avez écrit le bouquin. C'est le destin. Avant les livres, il y a eu, je le disais, Rachid L'Instit, c'était votre pseudo, enfin c'est toujours votre pseudo sur Twitter. 77 000 personnes qui vous suivent, c'est quand même considérable. Comment elle vous était venue cette idée ou ce besoin de dire ce que vous viviez? Un besoin, une envie aussi. J'avais vécu tellement de choses. On ne sait pas que je ne voyais pas raconter quelque part, que finalement j'ai ressenti ce besoin de partager des choses drôles que je vivais, des anecdotes, des réflexions. Et il y a eu une audience par rapport à ça. Les gens étaient curieux de savoir ce qui se passe en SECPA, comment on se retrouve là, qui sont ces élèves. Et j'ai eu une audience à laquelle je ne m'attendais pas et j'en suis très heureux parce que ce sont des belles rencontres, des échanges qui me mènent à être là aujourd'hui. Incasable, c'était votre vie de prof de SECPA. Les décrochés, vous racontez l'idée, comment elle vous est venue en intro, mais partagez-la nous. L'idée des décrochés, c'est vraiment parti déjà de voir certains élèves
en SECPA que je perdais de vue et j'avais envie de savoir quelle était leur raison qui faisait qu'on les perdait de vue. Le premier portrait dont je parle, c'est un de mes anciens élèves que j'ai fini par ne plus voir, qui s'est absenté de plus en plus. L'absentéisme perlé a laissé place à un vrai décrochage scolaire. Et donc, j'ai eu envie de comprendre les mécanismes derrière ça, derrière des élèves que j'avais, derrière des élèves aussi que je n'avais pas. Et puis, voilà, c'est un livre où je me décentre un peu de moi-même, de mon expérience, pour aller mettre en avant des portraits des gens. Je veux aller à la rencontre de ceux qui décrivent eux-mêmes leur parcours scolaire comme un échec et tenter de comprendre les raisons qui les ont poussés au décrochage. L'idée n'est pas seulement de susciter de la pitié ou de la compassion, seulement de la colère et de l'envie d'un changement profond. Je veux que ces histoires soient entendues par l'école, par les décideurs, par mes concitoyens et qu'on cesse enfin de croire que tout est question d'efforts. Extrait de l'introduction des décrochés de Rachid Zerouki, c'est chez Robert Laffont. Rachid, on se retrouve dans quelques secondes. L'anti-sèche d'Emma, vous connaissez déjà parce que vous êtes quasiment un habitué sur School TV. Emma Guessel, l'anti-sèche. C'est bien, je n'ai pas besoin de faire les présentations. Oui. Emma, bonjour. Bonjour. Dans une semaine tout pile vont avoir lieu les midterms aux États-Unis. Ce sont les élections de mi-mandat et c'est crucial pour la suite de la présidence de Joe Biden, comme de tous les présidents d'ailleurs, mais pour lui c'est particulier. Mais oui, tous les lycéens vont forcément en entendre parler en cours d'anglais cette semaine parce que ces élections de mi-mandat sont une spécificité américaine et que ça permet de mieux comprendre comment fonctionne le pays. Alors ces midterms, comme leur nom l'indique, ont lieu entre deux élections présidentielles. Aux États-Unis, on est président pendant 4 ans et pas 5 comme chez nous. Ce scrutin a donc lieu tous les 2 ans. Et c'est le grand test pour tous les présidents au pouvoir. D'ailleurs, à peine sont-ils élus qu'on parle des midterms à venir. Tout à fait, voilà, puisque le peuple américain est appelé à choisir tous les élus locaux et à redessiner entièrement le cadre législatif de Washington. Concrètement, ça remet en jeu l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, l'équivalent de nos députés, et un peu plus du tiers des sièges du Sénat, c'est-à-dire 35. C'est donc clairement un test pour Joe Biden. Les Américains font-ils confiance en sa politique? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a le parti démocrate et le parti républicain. Joe Biden est démocrate et pour le moment, il a une majorité d'élus démocrates dans les deux chambres, mais selon les sondages, il pourrait bien perdre le contrôle d'au moins une des deux. Les républicains n'ont besoin que d'un seul siège supplémentaire, par exemple, pour reprendre le contrôle du Sénat. Donc ça s'annonce vraiment très très serré. Et oui, un siège de marge et une atmosphère politique complexe sont des élections qui en plus sont souvent défavorables pour les présidents en fonction. Ce ne serait pas étonnant qu'ils perdent la majorité en somme. Tout à fait. Alors la situation ne s'est produite que 5 fois depuis 1954, mais ça s'est accentué ces dernières années, puisque depuis 1994, c'est arrivé 4 fois que ce soit défavorable pour le président en fonction. Et donc s'il perd le président en fonction, en l'espèce Joe Biden, il arrive dans une sorte de ce qu'on appelle la cohabitation. Exactement, et donc il est beaucoup plus difficile pour lui de faire adopter des lois, surtout que la stratégie du Parti républicain ces derniers mois, c'est une stratégie de blocage permanent. En plus, ces deux partis n'ont pas du tout les mêmes priorités. Si les républicains arrivent à une majorité d'élus, la priorité, ce sera l'immigration, les droits religieux, la lutte contre la criminalité, alors que pour les démocrates, ce sera l'environnement, le contrôle des armes à feu et bien sûr la santé. Un sujet brûlant, c'est le droit à l'avortement. En juin dernier, la Cour suprême a révoqué ce droit. Chaque État est désormais libre de l'interdire ou non. Eh bien, le Parti démocrate et le Parti républicain ont chacun proposé une nouvelle législation en cas de victoire. Les démocrates veulent codifier dans la loi fédérale le droit à l'avortement, alors que les républicains veulent l'interdire dans tous les pays après 15 semaines de grossesse. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui en Californie, on peut aller jusqu'à 23 semaines. Par exemple. Oui, enjeu donc absolument énorme. En plus, on est en train de refaire le match Biden-Trump, parce que Trump n'est pas bien loin dans tout ça. Tout à fait. On le voit beaucoup, Donald Trump ces temps-ci s'est impliqué dans la campagne de différents candidats républicains. Il a multiplié les prises de parole. On dit bien sûr qu'il essaye de prendre le pouls pour 2024. Il n'a jamais caché son envie de se représenter. Et puis Donald Trump qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a toujours pas reconnu sa défaite à la dernière élection présidentielle. Et donc de tout cela, on va parler en cours d'anglais. Tout à fait. Vous allez nous refaire toute cette anti-sèche maintenant en anglais, littéralement, parce que c'est comme ça qu'on fait dans les cours d'anglais. On parle la langue. I can't. You can't? No. Oh, yes, you can. Ce mot d'esprit extraordinaire. See you à l'heure de la récré. Ok, see you à l'heure de la récré. Merci beaucoup, Emma. On retrouve Rachid Zerouki, grand oral. Il publie en cette rentrée son deuxième livre, Les Décrochés, c'est chez Robert Laffont. Rachid Zerouki est l'invité du Grand Oral. En finir avec les success stories, je vais continuer dans l'anglais, en finir avec les transclasses dont on dit que tout est merveilleux. On en a beaucoup reparlé d'ailleurs avec le prix Nobel de littérature donné à Annie Ernaux, ce que Ferdinand Buisson appelait les exceptions consolantes. Vous, c'était un petit peu ça votre idée, c'est ok, c'est chouette.
Il y a des histoires qui marchent, mais enfin quand même, dans la majorité des cas, et de ce point de vue-là, vous les redonnez, les chiffres sont extrêmement têtus. Si on se plante au collège, ça va mal se passer après. Absolument. Exception consolante, titre qu'a repris Jean-Paul Delahaye dans un très beau roman qui montre bien comment en fait on se sert parfois de ces parcours de vie qui ont réussi pour masquer ceux qui n'ont pas réussi. Moi, je pense que si un tel ou une telle y est arrivé, finalement c'est que c'est possible. Exactement. C'est en tout cas la réappropriation de ce type de discours. Et moi je dis aux élèves, oui, il y a ces parcours-là de vie qui ont réussi, gardez de l'espoir et il faut s'en servir avec ces élèves qui doutent de leur potentiel. Mais à nous, professeurs, à nous, eux, décideurs, oui, on doit montrer plutôt aussi ces décrochés, ces jeunes qui ne réussissent pas et parfois sur des raisons qui ne sont pas de leur ressort. Quand vous dites décrocher plutôt que décrocheur, c'est quand même que vous pensez que la responsabilité, elle est plutôt du côté de l'institution que du côté du jeune. En tout cas, hors parfois du jeune lui-même. Ce sont des causes extérieures bien souvent. D'ailleurs, le titre, moi, au départ, c'était les décrocheurs. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure, je rencontrais tous ces jeunes et moins jeunes qui ont quitté l'institution. Je me suis rendu compte, et j'en ai parlé avec mon éditrice, Aurélie Loison, non, parfois ça ne dépend pas des jeunes eux-mêmes. Lorsque un jeune est victime de harcèlement et qu'il quitte un établissement dans lequel il ne peut plus physiquement mettre les pieds, est-ce qu'on va appeler ça un décrocheur ou un décroché? Voilà. Pareil, sur les folies scolaires, etc. Exactement, tout à fait. Dont vous parlez d'ailleurs, il y a une série d'entretiens à la fin du livre qui sont extrêmement intéressants. Vous êtes allé voir des professionnels pour malgré tout donner quelques pistes d'action. Quand vous dites les jeunes et les moins jeunes, la doyenne de vos témoins, parce que alors, ce que j'ai quand même pas dit, c'est que le bouquin il est super bien, c'est un bonheur de lecture. Voilà, c'est super bien écrit. C'est des portraits qui sont formidablement bien troussés. Et donc la plus âgée de celle que vous portraiturez en quelque sorte, Daniel, 84 ans. Absolument. Daniel, 84 ans, qui fait le lien entre mon premier livre et le second, parce qu'elle était déjà présente dans une anecdote que je racontais. Je travaillais sur Antigone, la pièce de théâtre, avec mes élèves, et en allant au théâtre... Dans le bus, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Dans le tram. Dans le tram, pardon. On rencontre cette vieille dame qui a été d'une bienveillance extraordinaire avec mes élèves, qui leur a parlé d'Antigone, que mes élèves étaient en train de réciter. Et elle m'avait laissé sa carte pour qu'elle puisse intervenir en classe, parce qu'il y avait ce lien qui a été créé, c'était quelque chose de beau à voir, Et donc, j'ai gardé sa carte, et je l'ai recontactée pour lui dire que j'avais parlé d'elle dans mon premier livre. Et puis, en me racontant son parcours, elle rentrait dans la case des décrochés, parce que, voilà, elle, c'est plutôt... on a besoin de toi à la ferme, ton père l'a décidé. Exactement. C'est ce qu'on lui dit quand elle a tout à fait. 15 ans ou 16 ans. 15 ans ou 16 ans, lorsqu'elle vient d'avoir son certificat d'études, et qu'on lui explique que, oui, elle a réussi, mais que non, elle a échoué parce qu'il y avait un sexisme et une sorte de difficulté aussi sociale qui faisait qu'elle ne pouvait pas continuer ses études à son immense regret, parce que son rêve, c'était d'être institutrice. Bon, elle a un peu été grâce à vous. Un petit peu. Vous l'avez permis d'aller dans la classe. Le décrochage, donc, qui est très multifactoriel, vous l'avez dit, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de décroché que de décrocheur, parce qu'il y a plein de mécanismes extrêmement complexes qui reviennent. Il y a quand même un contexte qui souvent est le même, c'est un contexte de grande précarité. La grande précarité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les histoires, tous les portraits, parce que ne pas avoir de précarité, être à l'aise socialement, ça a un effet protecteur. Et lorsqu'on rencontre d'autres difficultés, on est armé pour y répondre. Et en fait, c'est ça, le décrochage. C'est un phénomène extrêmement complexe dans lequel se conjuguent plusieurs facteurs. Et c'est leur amoncellement, c'est le fait qu'ils se conjuguent les uns avec les autres qui mènent au précipice. Vous racontez Adam, alors je précise que c'est des pseudonymes à chaque fois, Adam le guetteur. Vous nous dites à un moment donné, c'est page 71, s'il y a une histoire que vous devez retenir et aucune autre, je veux que vous reteniez celle d'Adam. Pourquoi ? Celle d'Adam, c'est une histoire qui est très nuancée, d'abord. Parce qu'en lisant l'histoire d'Adam, on a du mal à savoir si c'est la faute de la société ou de l'école. Et c'est ça le décrochage, c'est que c'est un phénomène complexe. Et le cas d'Adam est complexe parce que l'institution, en même temps, n'a pas su trouver la réponse aux problématiques qu'il était en train de vivre, des problématiques sociales, des problématiques familiales, et en même temps, il y a eu cet attachement quand même avec une enseignante qui lui a témoigné une énorme bienveillance et qu'il n'a jamais oublié. Et donc, Adam, il me dit qu'il ne déteste pas l'école. Il ne déteste pas l'école. Il voulait rendre fier son enseignante. Ouais. Donc, c'est un parcours qui... Parce qu'on lui a tendu la main, c'est ça qui est compliqué. Il ne garde pourtant aucune animosité envers les enseignants, je vous cite. Si tu les revoyais aujourd'hui, tu leur dirais quoi ? Lui ai-je demandé. Je ne sais pas, rien. Parce qu'au final, ils avaient raison.
C'est ça. C'est Donc, ça, par ça moment, témoigne quand de même, toute la nuance du phénomène. Et de la complexité et du fait que l'école n'est pas toujours en tort dans ces situations-là. Parfois, elle fait vraiment tout ce qui est humainement possible et ça ne fonctionne pas. Rachid Zerouki, invité du Grand Oral, Les Décrochés, c'est chez Robert Laffont. On continue à en parler. On prend une petite récré. Vous faites des récrés au micro-collège, j'espère. Oui. Super, nous aussi. C'est Emma, la récré. Elle a deux sujets, Emma, dans les récrés, je vous le dis, parce qu'au cas où vous ne regardiez pas tous les jours, mais je vous incite à nous regarder tous les jours, c'est les insectes et les belles histoires. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est un jour insecte. Non, c'est un jour belles histoires, d'ailleurs. Belles histoires. Mais Emma, oui, hein, mais en plus, alors, là, ça concerne une personne âgée. Donc, ça me touche. Je pense qu'il faut prendre soin des personnes âgées. Alors, l'histoire du jour, elle nous est racontée dans Mon Quotidien. C'est l'histoire de Fiona Loriol. Elle a 40 ans et elle est partie en voyage avec sa grand-mère. Écoutez bien, âgée alors de 101 ans. Ensemble, elles ont parcouru 15 000 km en camping-car dans le sud de l'Europe pendant 2 ans et demi. Et après la mort de sa grand-mère, Fiona a raconté son aventure dans un livre, Mémé part en vadrouille. Et alors, pourquoi Fiona avait-elle décidé d'emmener Mémé en vadrouille? Et en fait, sa grand-mère était en EHPAD et sa santé se dégradait. On disait à Fiona que sa grand-mère n'avait que quelques semaines à vivre. Alors, elle a décidé d'installer sa grand-mère chez elle et au bout de 6 mois, elle allait mieux. Donc, Fiona, elle a décidé de l'emmener en voyage. Et puis, dans Mon Quotidien, elle raconte comment sa grand-mère a fêté ses 102 puis ses 103 ans sur la route. Et au-delà de la belle histoire, si elle en fait un livre, c'est aussi pour sensibiliser les gens sur l'importance du lien avec les personnes âgées. Et d'ailleurs, elle fait en ce moment un tour de France des centres de loisirs et des EHPAD pour combattre l'exclusion des personnes âgées. Elle donne ses conseils. C'est important de discuter, même 2 minutes, même un sourire avec une personne âgée que vous croisez. Ça permet de créer du lien. À vous, ça ne vous coûte pas beaucoup, mais pour eux, ça peut changer leur journée. Voilà. Regardez comme elle... Je ne sais pas si on va réussir à voir, mais regardez comme elle est mignonne, cette grand-mère. Ouais. Avec sa petite fille. Et Fiona a l'air aussi super heureux avec sa grand-mère. C'est pas une belle histoire, ça? Si, c'est une belle histoire. Il y avait manqué un peu d'insectes, mais c'était sympa quand même. C'était la récré. Merci beaucoup. Rachid Zerouki, Les Décrochés. Aucun décrocheur ne correspond au mythe du rebelle qui revendiquerait l'école buissonnière. La réalité, dans une société qui a le culte du diplôme, est bien différente. La plupart éprouvent un sentiment de culpabilité. Ils ne mettent que rarement en cause l'école. Fin de citation. Cette citation, Rachid, je l'ai extraite d'un entretien qui date de 2018. Entretien entre le journaliste du Monde Luc Sedel et Nathalie Brou, qui était à l'époque professeure de français au micro-lycée du 93 et au lycée Germaine Tillon du Bourget. Le décrochage, on en parle aujourd'hui avec vous parce que vous publiez Les Décrochés, c'est chez Robert Laffont. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Absolument. Je crois que voilà, il y a un cliché qui concerne les élèves décrocheurs. Et finalement, j'ai beaucoup de mal. Moi qui fréquente beaucoup de décrocheurs dans mon travail au quotidien, j'ai beaucoup de mal à trouver des exemples qui collent exactement à ce cliché de rebelle qui cherche à faire l'école buissonnière. Je n'en trouve pas. C'est pour ça que vous insistez en disant décrocher. Vous, je vous cite, au moment d'un casable, vous dites « Mon plan était tout tracé ». En prenant un premier poste en SECPA, donc SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Mon plan était tout tracé, prendre de la bouteille auprès d'élèves en grande difficulté scolaire, apprendre mon métier, glaner des points d'ancienneté, puis revenir quelques années plus tard en école primaire. Absolument. C'est raté. Non, c'est complètement raté. C'est complètement raté parce que finalement... Qu'est-ce qui vous a donné ce virus de l'enseignement avec ces élèves très particuliers quand même? On s'attache aux élèves très particuliers, on s'attache à ce métier d'enseignant spécialisé auprès d'élèves en grande difficulté. Et puis, il y a quelque chose qui se joue à l'échelle de la société aujourd'hui. On cherche du sens. Partout, on a la recherche de sens dans le métier. On veut un travail qui donne un sens à notre vie. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça en SECPA, j'ai trouvé ça avec ces élèves qui avaient... C'est quelque part assez égoïste. Je cherche à être utile. Et je me sens utile. C'est un égoïsme que vous rendez à d'autres quand même. Oui, un petit peu. Malgré les désillusions, on finit par s'attacher aux petites éclaircies qui font qu'on se sent utile. C'est ce que vous disiez à l'époque d'un casable. Apparemment, c'est toujours vrai. Il y a quand même des moments, et ça, vous le redites d'ailleurs dans Les Décrochés, vous y croyez. Alors, quand je dis vous y croyez plus, vous le formulez pas comme ça. C'est bien, vous dites je crois plus en eux. Des fois, ça a pu m'échapper. Ouais. Oui. C'est un discours stratégique. Quand je dis ça, c'est pour titiller certains égos. Et c'est du théâtre. Un enseignant est forcément un comédien aussi. Donc, parfois, je cherche à allumer une petite mèche. Et ça peut aussi m'arriver, il faut le dire, d'avoir envie de baisser les bras. Il y a parfois des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Qu'est-ce qui est le plus pénible ? Qu'est-ce qui est le plus pénible ? Je dirais que le plus pénible, c'est quand on est enseveli
de choses qui sont négatives, quand on ne voit plus les élèves progresser, quand on a l'impression de ne plus servir à rien et que ça s'amoncelle. Et donc, on n'arrive plus à voir justement les éclaircies qui nous permettent de... Ouais, c'est exactement ça. C'est le cumul qui nous fait... et c'est pas, les éclaircies ne manquent jamais. Je pense qu'il y a toujours des choses positives auxquelles on peut s'attacher, mais parfois, on est incapable de les voir. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Qu'est-ce que l'éducation nationale pourrait faire pour soutenir les enseignants dans ces moments-là? Parce que vous en vivez, mais énormément de vos collègues en vivent, y compris avec des élèves qui sont moins complexes que ne peuvent l'être les vôtres. Je crois qu'il y a une question centrale qui est de plus en plus abordée, et tant mieux, c'est la question du salaire. Il faut revaloriser ce métier. On a eu une rentrée compliquée où on a vu des postes qui avaient du mal à se remplir, qui sont restés vacants, et on a vu finalement le désamour que portait la société de façon générale à ce métier. On ne veut plus être enseignant et ça fait mal à ceux qui sont déjà enseignants. Et donc je crois qu'il faut redonner envie, redonner ses lettres de noblesse à ce métier, et ça passe forcément par une revalorisation et par aussi plus largement un questionnement sur les conditions de travail, sur les effectifs. Moi, j'ai la chance de travailler avec 15 élèves et ça me permet d'exercer quelque chose dont je parle beaucoup dans mes livres, c'est l'empathie. Me mettre à la place d'autrui. Essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Ça nécessite d'avoir un groupe allégé en face de vous. Et ça mérite d'être généralisé partout quand on est des petites classes à échelle humaine. Salaire, conditions de travail, accompagnement au quotidien? Accompagnement au quotidien, empathie exercée aussi vis-à-vis des professeurs. L'empathie pour qu'on puisse l'exercer sur les élèves. Il y a une défiance quand même terrible avec les corps intermédiaires. Il y a effectivement une défiance, il y a un mal-être qui est assez généralisé, on le ressent dans les salles des profs. Et je crois que ça ne va pas passer par des réponses individuelles. Il faut quelque chose de systémique et qu'on aborde vraiment ce sujet du mal-être enseignant. Oui. Rachid Zerouki, merci beaucoup. Vous restez avec nous si vous voulez bien. Il y a une de vos collègues qui va nous rejoindre. Avec grand plaisir. Chaque semaine, elle nous rejoint. Elle est prof aussi, prof documentaliste. C'est Amélie Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les années collège, Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Rachid, Amélie, Rachid, vous êtes collègue. Amélie est professeure documentaliste à Paris dans le collège Maurice Utrio, c'est dans le 18e arrondissement. Et on explore toutes les missions de la prof documentaliste et parmi ces missions, vous êtes enseignante et maître d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une culture, vous savez, je vous mets le doigt un peu... Oui, vous me pointez du doigt. Ouais, d'une culture de l'information et des médias. Et donc dans ce cadre, vous avez mené une séance avec des élèves de 4e autour d'un jeu qui s'appelle Classe Investigation Alerte aux eaux. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est un jeu d'éducation aux médias et à l'information qui a été développé par le groupe de travail Media Lab, composé d'enseignants et de journalistes, et le pôle studio du Clémy, donc le centre d'éducation aux médias et à l'information. Donc, les élèves sont plongés dans une enquête journalistique immersive. Ils vont devoir collecter des informations et à la fin produire un contenu journalistique de type audio ou vidéo. Donc pour l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, c'est très important. Ils vont pouvoir comprendre la fabrication de l'information, la hiérarchie de l'information, la notion de source aussi, la responsabilité du journaliste et puis les contraintes du métier. Et j'ai même entendu un élève me dire « Oh là là, en vrai, c'est vraiment dur le métier de journaliste. » Mais il a tellement raison, cet élève. Mais tu as raison. Mais il y a plein de bonnes choses aussi quand même. En vrai, justement, ça donne quoi d'ailleurs ce jeu alors donc, moi je viens de tester la version collège avec un collègue d'histoire géo, une classe de 4e, la classe média du collège Maurice Utrio. Donc le point de départ, 2 fauves se sont enfuis d'un zoo dans le département du Cher. Donc à partir de là, les élèves deviennent des reporters, ils vont aller couvrir l'événement, ils vont aller à la rencontre de différentes personnes, ça peut être le vétérinaire, un gendarme, la directrice du zoo. Ils vont rencontrer 7 personnes qui vont être leurs sources, comme ça ils vont pouvoir confronter croiser les sources. À chaque fois, ils partent avec un petit carnet de reporter. Et ils partent en vrai? Non. Non, c'est sur des tablettes. Tout ça, c'est des audios. J'ai oublié. Les audios sont sur des tablettes mis un petit peu partout dans la salle. Alors nous, on a fait ça au CDI. Donc à chaque fois, ils partent avec leur carnet, écouter ces audios, ils prennent des notes, ils notent bien leurs sources. Comme ça leur permet de comprendre la notion de source qui n'est pas toujours facile de comprendre. Et puis ensuite, ils vont produire un vrai contenu journalistique, donc comme un vrai journaliste, en respectant la règle des 5 W. What, where, why, when, who. Extraordinaire. En tant que prof doc, mais aussi journaliste, vous étiez quand même particulièrement bien placé pour les aider, pour les guider. Vous, Amélie Paris? J'espère.
Oui, je crois. Oh, j'espère, j'adore. En tout cas, il y a une séance de débriefing qui sera faite après celle que l'on vient de mener, donc qui sera faite à la rentrée, où on va pouvoir justement regarder, écouter leur contenu et pouvoir le comparer avec celui d'une vraie journaliste et voir si les sources étaient bien vérifiées, s'ils ont bien croisé leurs sources, s'ils n'ont pas fait d'hypothèses, donc s'ils ont vraiment fait un travail journalistique. Journaliste, oui. Mettons que Rachid ait envie de reproduire ça dans sa classe. Oui, alors, Je sais pas, vous feriez un truc comme ça? J'adorerais. Ah bah alors. Et surtout le mieux, c'est de faire ça en petits groupes. Vous parliez des petits effectifs tout à l'heure. Donc première étape, il faut quand même qu'il fasse... Ouais. Il faut aller sur le site du Clémy, il faut s'inscrire en ligne à une formation qui va durer entre 2h30 et 3h. À la fin, vous allez recevoir le kit du jeu que vous allez pouvoir faire avec vos élèves. Donc être en petits groupes. Les élèves travaillent ensuite en binôme. Moi, je préfère les binômes que les trinômes. Trinômes, il y en a toujours un, j'ai l'impression, qui travaille moins bien. Et puis, c'est vrai, c'est pareil. Ah ouais. Et puis voilà, il vous faut des tablettes. Et puis voilà, c'est parti. Surtout que vous savez, on a bien souvent des animaux aussi qui sont en train de se balader dans Marseille. En septembre, c'était un boa. Et il se trouve que finalement, c'était une limace. Donc il y avait un travail journalistique qui a été fait. Ouais, mais ça, c'est l'histoire de la sardine dans le port de Marseille. Exactement. Si je puis me permettre, c'est une tradition locale. Amélie, super. Il faut s'organiser pour avoir quand même un nombre d'heures suffisantes. Il faut quand même du temps. Ça prend du temps. La première partie peut prendre 2 heures ou 3 heures. Puis après, il y a la séance de débriefing. Donc, quand on est dans un collège, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir avoir les 12 élèves. Et vous l'avez fait avec des quatrièmes? On pourrait le faire avant, après, non? Ah ben, on peut le faire à partir du CM2. Et moi, j'aimerais bien le faire justement avec une classe de CM2, faire des binômes CM2 6e dans le cadre de la liaison école-collège. Mais on peut le faire aussi avec des élèves de lycée, puisqu'il y a d'autres scénarios qui existent. C'est le quatrième terminal, non? Oui, quatrième terminal, le procès de Bobigny et puis l'explosion à l'usine. On va terminer juste là-dessus, vous adorez interroger les élèves. Oui, ben oui. Et nous rapporter des paroles d'élèves. Et alors là, j'ai interrogé Assirem, en 4e 4 à Utrio, et elle m'a dit: j'ai trouvé le jeu très intéressant et plutôt divertissant, même s'il faut du temps, mais c'est une vraie immersion. J'ai trouvé l'enquête très bien réalisée et j'ai adoré me mettre dans la peau d'un vrai journaliste. Bref, j'ai trouvé ça super et je me suis beaucoup amusée. Génial. Merci beaucoup. Prendre en s'amusant. Ils sont implantés où les micro-collèges d'ailleurs? C'est dans des collèges C'est dans des collèges préexistants. Donc vous avez accès à la documentation, à tout ça? Absolument, à tout ce dont on a accès quand on est au collège. Et donc j'irai voir le Clémy avec grand plaisir. Et le ou la prof documentaliste du collège. Évidemment. Comment ça se passe d'ailleurs? Il y a une SECPA à Utrio? Il n'y a pas. Et comment ça se passe entre vos élèves du micro-collège et les autres élèves? Parce que vous racontiez que pour les élèves de SECPA, c'était pas évident et que parfois ils restaient un peu dans la cour au moment de l'appel. Je fais ça de mémoire, vous me corrigez si je me trompe. Hein. Tout à fait ça. Mais ils restent dans la cour et quand on leur demande pourquoi vous restez dans la cour, ils n'ont pas trop envie de croiser leur regard. Que parfois même ils vous demandaient de fermer la porte. Pour pas qu'on les voie. Et oui, vous savez, SECPA, c'est devenu dans le vocabulaire quotidien une insulte. Hein. La SECPA, ça existe depuis quelques années. Quelques décennies même, et ça a eu le temps de s'implanter dans le langage des élèves comme étant une insulte. C'est synonyme d'idiot, c'est synonyme de quelqu'un qui n'y arrive pas à l'école. Chose que j'ai essayé de déconstruire dans mon ouvrage Les Incasables. Et au micro-collège, il y a quelque chose de ça, parce que je vois des élèves qui sont curieux dans le collège de voir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle salle qui a ouvert, et j'entends parfois dire ce sont les SECPA. Et je corrige en disant non, c'est pas les SECPA, mais SECPA, c'est pas une insulte aussi. Donc même si c'était des SECPA, ce serait pas grave. Micro-collégien. C'est ça. Merci beaucoup Rachid Zerouki, merci beaucoup Amélie Paris aussi de nous raconter les années collège de manière aussi vivante. Rachid Zerouki, il est décroché, c'est chez Robert Laffont. On a le droit chez le même éditeur de relire ou de lire Incasable, qui était le précédent ouvrage de Rachid Zerouki. Merci aussi à toutes, vous revenez quand vous voulez à School TV, vous avez compris qu'on vous aime. Avec grand plaisir. Bon, ok, super. Nous, c'est la semaine prochaine, à coup sûr. Et merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle était assistée en régie aujourd'hui. Mazette. Pardon, par Roxane Sarfati. Au son, Héloïse Merlin, à la réalisation, Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV. Je vais prendre un sirop contre la toux et on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.